Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer comment fonctionnent les getters et les setters eloquent. Donc quand on a un modèle eloquent, donc par exemple ici si je fais user est égal user first, j'importe la classe, on va se retrouver avec un modèle eloquent et on va pouvoir du coup faire user flèche email par exemple pour récupérer la colonne email de l'utilisateur. On va pouvoir faire user flèche par exemple notifications. C'est une relation et ça va nous obtenir les notifications, ça va faire une requête SQL pour récupérer les notifications. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? On va pouvoir faire user flash name et ça peut être un getter magique ou ce genre de choses. Donc comment tout ça fonctionne en Laravel? Donc, la première chose à faire, c'est d'aller dans la classe modèle. Alors dans le user, on n'extende pas directement modèle, on extend authenticatable qui est juste modèle avec quelques traits spécifiques aux utilisateurs. Donc une fois qu'on est sur cette classe-là, la classe modèle de Eloquent, c'est ici que tout va se passer. On va voir que cette classe-là, elle a des variables, enfin des attributs, qu'on appelle ça en PHP. Donc par exemple, connexion, table, qui sont protected, donc on ne peut pas y accéder directement. Ils ont des choses qui sont publiques, par exemple incrementing. Donc par exemple, si je reviens sur mon web, ici je peux faire user flash incrementing et je vais obtenir la valeur de cet attribut. Maintenant, quand je fais flash email, par exemple, là, cet attribut-là n'existe pas. On peut chercher un petit peu, mais il n'y a pas de public email ici dans ce modèle. En fait, on ne définit pas les colonnes comme des attributs en Laravel en tout cas. Donc tout ça, on peut utiliser, was recently created, ce genre de choses. Mais quand PHP, et ça c'est pas du Laravel, c'est du PHP, quand on essaie d'accéder à un attribut qui n'existe pas, ou quand on essaie de modifier un attribut qui n'existe pas, on va avoir une méthode magique qui va être appelée, qui va être underscore get. Donc vous connaissez underscore construct qui est la plus connue, et ensuite il y en a plein d'autres, il y a underscore get, underscore set, underscore call, underscore invoke, enfin il y en a plein d'autres, des méthodes magiques PHP qui commencent toutes par double underscore. Donc la fonction get, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle juste get attribute sur la key, donc la key ça va être qu'est-ce qu'on a demandé. Par exemple dans notre cas nous, key va être égal à email. Donc là si je vais sur get attribute, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc s'il n'y a pas de key, on return, donc ça veut dire qu'on return nul, parce qu'il n'y a rien qui se passe. Ça, je ne sais même pas si c'est possible dans notre cas à nous, parce que le underscore get est toujours appelé avec une key qui n'est pas nulle. Alors, si l'attribut existe, donc maintenant on va pouvoir voir un petit peu tout ce qui existe. Donc on va voir ici qu'il y a un attribut qui existe vraiment, qui est attributes au pluriel et qui est un tableau. Donc si la clé existe dans ce attributes, ou si la clé existe dans cast, ou si on a un mutator, ou si on a un attribute mutator, ou si c'est un class castable, on return this get attribute value key. Donc on voit ici un petit peu déjà qu'il y a plusieurs possibilités. Donc on a les attributes, donc le tableau d'attributes, c'est le tableau qui correspond vraiment aux colonnes dans la base de données. Les casts, c'est les modifications qu'on peut faire, donc on verra ça un petit peu. Les mutators, attributes mutators, alors il y en a deux différents, on se demande pourquoi, on verra. Et isCast castable, ça je connais pas. Et get attribute value, ça va être du coup tout ce qu'on va appeler dans ces cas-là. Donc déjà, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités, on offre plusieurs possibilités en Laravel sur ce qu'est vraiment un attribut. Ensuite, du coup, si ça c'est pas le cas, eh ben on va regarder s'il y a une méthode qui existe qui s'appelle comme la key. Donc là, c'est dans le cas où, par exemple, ici, dans mon user model, j'avais un attribut genre public functions comments, return this as many comment class. Par exemple, quelque chose comme ça. Donc là, j'ai une relation. Et donc si j'essaye d'accéder à user comments, eh bien dans ce cas-là, on a une fonction comments, qui a le même nom, ici, qui existe dans la classe. Donc ça, c'est ce test-là qui est fait. If this throw missing attribute exception if applicable. Alors là, c'est un peu bizarre parce qu'on cherche s'il y a une méthode qui existe et ensuite on lève une exception. Donc on verra aussi un petit peu ce que fait cette chose. Ensuite, is relation key. This relation loaded key. Donc si on a une relation pour cette clé ou si on a une relation qui a déjà été chargée pour cette clé, dans ce cas-là, on get relation value ou alors on rappelle cette fonction-là. Ok, donc on a deux grands chemins. Après cette petite exploration, on a vraiment deux grands chemins. On a get attribute value et get relation value. Et on a ce throw missing attribute exception if applicable qui est un petit peu bizarre. Donc on va peut-être aller voir déjà directement qu'est-ce que c'est que cette erreur-là et comment c'est géré. Parce que ça m'étonne parce que du coup ça veut dire qu'on lance toujours ce truc-là. If the model class base... Ah, d'accord. Ok, donc en fait là, si on lit le commentaire, on comprend un petit peu mieux. Là, en fait, on recherche une méthode existe, pas sur le user. Donc, on ne cherche pas si comments existe ici, mais on cherche si comments existe sur cette classe modèle de Eloquent.
Parce qu'on ne veut pas te considérer si par exemple quelqu'un appelle demande à avoir si quelqu'un fait flèche offset exist par exemple, ici, bah, la méthode existe ici dans le modèle, mais on ne veut pas considérer ça comme une relation parce que c'est une classe, une méthode de la classe base, et du coup on sait que c'est pas une relation parce qu'il n'y a pas de relation dans cette classe de base. Ok. Donc si on regarde un petit peu cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Si ça existe, donc si ça existe, ça veut dire est-ce que le modèle a déjà été sauvegardé en base de données ou si ça n'a pas été créé récemment. Prevent access missing attribute. Ok, call user function, missing attribute violation callback. Ok, donc en fait on a ici quelque chose qui permet de, si on appelle un attribut qui n'existe pas, eh ben on peut définir une callback qui va être appelée à ce moment-là. Et sinon, on throw missing attribute exception. Ok, ça c'est intéressant. Si je cherche ce truc-là, quand est-ce que c'est set? Si je fais une recherche pour ça, tac tac tac, statique. Ici, on peut faire handle missing attribute violation. Donc ça veut dire que ici on peut register un callback. Ok, donc ça nous permet de définir une fonction. Donc par exemple ici, je pourrais dire user register. Alors je peux comment s'appelle la fonction? Non, c'est handle, pour ça que ça ne trouvait pas. Hop, et ici je pourrais avoir une petite fonction qui me dit, je sais pas, dd, oups. Voilà. On pourrait avoir quelque chose comme ça, et du coup si je fais user offset exist, et bah il va me dire, il va m'appeler, enfin on va avoir dd oups qui apparaît à l'écran. Voilà. Ou alors si je fais toto et que c'est pas une colonne, normalement je devrais avoir le même truc. Ok. Donc ça c'est une petite callback qu'on peut avoir. Hop, je voulais pas fermer ça. On va retourner dans asAttributes, tac tac tac. On va retourner de là où on était avant, c'est-à-dire dans underscore get. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'on était. On était ici. Voilà, c'est dans cette fonction-là. Ok. Donc maintenant, on va aller dans getAttributeValue, qui est la première valeur, qui est la première truc qui va être de récupérer. On va faire getAttributeValue from array, qui, et après transform model value, qui est la valeur. Ok. getAttributeValue from array. Donc on fait this getAttributes. Donc getAttributes nous renvoie juste les attributs. Merge attributes from cachecast, donc il y a un petit truc ici qu'on regardera après. On récupère la key, et sinon on récupère nul. Ok, donc ça c'est assez facile. Et transform model value, dans ce cas-là, c'est là où on va voir s'il y a des mutators, s'il y a des choses comme ça. Ok. Ce qui m'étonne, c'est qu'on ne check pas les méthodes magiques, mais on va pouvoir regarder un petit peu où est-ce que c'est géré. Parce que les mutators, c'est ce qu'ils appellent... Ah oui, parce qu'on appelle les mutators après coup. Ok. Du coup, si je reviens hop, un peu en arrière... Donc là, getAttributeValue, on va récupérer la valeur depuis le tableau des attributes. Donc on va récupérer en fait la valeur de la colonne. Si la colonne n'existe pas, ben on va récupérer nul à ce moment-là. Je pense. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs ce que je raconte? Parce que array qui existe. Donc on regarde si c'est un attribut, un cast, s'il y a un mutator. Ok. Donc oui, donc même si ça va retourner nul seulement s'il y a un mutator, par exemple. Si un mutator, alors le mutator c'est méthode get attribute. Donc par exemple, si j'ai ici public function get name attribute et que je n'ai pas de colonne name, je renvoie toujours Thibaut dans cette fonction. S'il n'y a pas de colonne name dans ma base de données, et ben je vais quand même avoir cette asGetMutator qui va envoyer true, et du coup je vais quand même, donc si on revient en arrière, alors je reviens asGetMutator, voilà, tac tac tac. Donc j'ai quand même cette condition là qui va être fire, et du coup je vais quand même faire getAttributeValue. Du coup je vais quand même faire getAttributeValue from array. Je vais quand même récupérer le name depuis les attributs qui sont la représentation de la base de données. Donc je vais obtenir nul à ce moment-là. Et c'est après dans le transform model value que là on va checker est-ce qu'il y a un getMutator à nouveau. Donc on refait le check, et dans ce cas là on mutate l'attribute. Donc là ici la value égale nul parce que name n'existe pas dans la base de données. Par contre si je fais un public function get email attribute et que ça existe dans la base de données, ici je vais récupérer l'email, je vais pouvoir faire, je sais pas, un return str to lower de email par exemple. Donc ça c'est plutôt un mutator dans l'idée, et ça c'est plutôt un attribut magique. Moi j'ai plus tendance à utiliser ça comme attribut, mais on peut aussi, bon, les deux fonctionnent on va dire, soit il n'y a rien dans la base de données, dans ce cas là on ne pourra rien paramètre, parce que ici name sera nul, parce qu'il n'y a pas de name dans la base de données. Par contre, email, lui, ne sera pas nul, il contiendra la valeur de la base de données. Alors, on peut regarder un petit peu comment c'est fait. S'il y a un getMutator, on mutate attribute. Et donc, dans ce cas-là, on appelle la fonction getNameAttribute avec la value.
Donc la value va être nulle si c'est name, ou alors get email attribute, et là on passe la value, et dans ce cas-là, vu qu'on a un email dans la base de données, on va avoir une valeur. Ok, donc ça c'est bon. As attribute get mutator, donc ça c'est le nouveau système je pense, qui est sans doute un petit peu plus compliqué. Donc il y a un nouveau système que je n'ai pas trop utilisé. Tic tic tac, donc if set static get attribute mutator clash get class this key. Ok, donc là on a un get attribute mutator cache avec le nom de la classe et la key. Donc ça c'est cette variable là, enfin cet attribut là, il est commun à tous les modèles de notre application. C'est pour ça qu'on a un premier tableau qui différencie par modèle, par nom de classe. Donc on va avoir get attribute mutator cache user, enfin plutôt app models user, et ensuite les clés qui correspondent. Dans ce cas-là, je return ça. Ok. Donc s'il existe déjà dans le cache, on l'utilise. Sinon, s'il en a un, s'il n'en a pas, on va set false à l'intérieur de ça. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on set false get attribute mutator cache. Ok. S'il n'a pas d'attribute mutator, on set false. Ok. Ça m'étonne parce que moi, je me serais attendu à aussi avoir nul ici. Parce que je m'attendais que dans get attribute mutator cache, ici, on est soit un objet, soit nul. Mais là, a priori, on a false ou peut-être true. Et sinon, return is callable this strcaml key get. Ok, is callable. Ok, non, on va devoir false ou true ici. En fait, c'est juste que c'est compliqué. Peut-être que ça coûte cher de checker. Est-ce que cette fonction existe? Enfin, si cette fonction... Enfin, il y a tout plein de choses qu'on check déjà. On appelle camel key. Donc là, la key, ça va être par exemple email. Donc on va appeler email flèche get. On va aller regarder la documentation des attributs mutator parce que je crois qu'il y a un exemple. Mutator casting. Define mutator. Ouais, voilà. Donc c'est ça le nouveau système. Donc si je vais dans user. Donc ici par exemple si on a first name, n'importe quoi. Donc là on a attribute et on a un get et un set. Ok. Donc là on récupère le get et on vérifie que c'est bien une callback ici. Ok. Parce que ça pourrait techniquement ne pas être un callback. On pourrait mettre quelque chose d'autre. Ok. Et donc du coup on restocke le true ou false. Donc le isCallable doit être un peu cher pour qu'on s'embête à avoir du cache à ce moment-là. Le isCallable doit être un peu coûteux en temps. Ou alors on doit l'exécuter beaucoup peut-être aussi. Ok, et ici, si on n'a pas d'attribute mutator... attends, as attribute get mutator, as attribute mutator. Ok, parce que là il y a le get mutator et le as mutator. Ok. Donc ici, on vérifie attribute mutator cache, c'est le même. Ah non, il y a attribute mutator cache et il y a get attribute mutator cache. Ok, donc il y a un double niveau de cache. Ok, et ça effectivement c'est coûteux parce qu'il y a le reflection method. Donc là on récupère la méthode existe. Si la méthode n'existe pas, bon on sait que c'est false tout de suite. Par contre si la méthode existe, on doit récupérer la méthode, le return type de la méthode et on vérifie que ce return time est égal à attribute. Donc il faut bien qu'ici on ait une méthode qui return attribute pour que ça soit bon, pour que ce soit pris en compte. Ok, attribute method clash, return type. Ouais. Ok, donc là, on a bien, il faut bien qu'on name ici, il faut bien qu'on ait le 2.attribute. Si on n'a pas le 2.attribute, on n'est pas considéré comme un mutator et donc ça pose souci. Ok. Donc ça, c'est coûteux par contre. Le reste était peut-être un peu moins coûteux, mais quand même, get attribute mutator cache. Voilà, donc ça, c'est peut-être un peu moins coûteux cette partie-là, mais ils ont décidé de mettre le même cache, donc un nouveau niveau de cache pour juste checker si la méthode get est bien callable. Donc si c'est pas nul, parce que je pense qu'on peut avoir ici, par exemple, on peut peut-être mettre nul ici, ou ne pas la mettre du tout, et du coup ne pas avoir de getter pour cet attribut, avoir juste un setter. Ok, là-dessus. Du coup, si on revient sur notre get attribute value. Hop. Donc get attribute value, on transforme, alors, on get attribute, on transforme model value, donc on est plutôt en transform model value. Donc si on a un get mutator, on mutate, donc ça c'est l'ancien système, ça c'est le nouveau système. Et donc du coup si on a un get mutator, un nouveau attribute get mutator, mutate attribute marque attribute.
Ok, donc ça va être pour le nouveau système. Alors il y a les deux systèmes et ils ont à peu près le même nom, mais par contre c'est des trucs très différents qu'il y a vraiment deux chemins et du coup c'est un peu plus compliqué. Ok, donc ici ça va être, on vérifie que attribut cache existe, donc on a encore un cache à ce niveau-là. L'attribute et on récupère on appelle notre fonction, du coup la fonction qu'on a définie ici, là, la fonction firstName, on l'appelle pour récupérer cet objet-là. On appelle la fonction get. Ok, sinon, oula, attribute function get. Donc s'il y a un get, sinon c'est une fonction qui retourne value. Donc en fait en gros c'est soit on récupère get. Alors je l'aurais pas mis ici moi, je l'aurais mis dans attribute. Je vois pas pourquoi c'est. Ça me paraît bizarre. Enfin ce truc là c'est un peu moche je trouve. Donc en gros s'il y a un get on appelle get, sinon on appelle cette fonction value return value. Je vois pas trop pourquoi ils ne mettent pas ça dans attribute directement. Get set ici ils auraient pu définir deux fonctions. Si c'est pas défini, et bah avoir des fonctions par défaut. Ouais, j'aurais mis ici des fonctions par défaut. Je pense que ça aurait été plus propre, ça aurait simplifié ici, parce que c'est vraiment quelque chose qui est un peu interne. Et dire, ok, attribute a toujours un get, c'est une fonction par défaut. Alors après, on peut pas checker s'il a un get, parce qu'avant on checkait aussi s'il avait un get. Mais bon, je pense que ça aurait été peut-être un peu plus propre. Ok, on appelle cette fonction en lui passant la value et les attributes. Donc on lui passe en premier paramètre la value et en deuxième paramètre tous les attributs. Donc par exemple, ici dans notre modèle, on récupère ici string value, mais on pourrait récupérer ici attributes. C'est tous les attributs de la base de données. Ok, donc ça c'est bon. Et ensuite, donc si c'est with caching, tac tac, on le cache. IsObject value. Or, isObject value et attribute with object caching. Ok, donc on vérifie si c'est caching ou si c'est with object caching en fonction de si c'est un objet ou pas. Je sais pas pourquoi il y a deux attributs ici. Voilà. Dans ce cas-là, on le cache. Sinon, on unset le cache s'il n'y a plus de with caching. Ok, et on return la value. Donc là, il n'y a rien de vraiment spécifique. Enfin, de très compliqué. Ok. Ici, du coup, mutate attribute for array. Hop, c'est pas tout à fait là où je voulais être. Ici. Donc ici, on mutate, donc on appelle la fonction get. Ok. Ensuite, est-ce qu'il a un cast? Donc là, on récupère les casts de la base de données, enfin du modèle. Je ne sais pas si on en a ici. Par exemple, ici, email verified at, c'est datetime comme cast. Okay. Donc il a un cast. Dans ce cas-là, return types. Alors, dans notre cas, nous, ascast est appelé avec pas de types, donc on s'en fiche. Get cast type, array types, true. Array. Alors, c'est pour ça les ternaires, des fois, c'est un petit peu compliqué à lire. Ici, on a isArray. Donc, si on a des types, on fait ça. Sinon, on renvoie true. Et si, du coup, on a des types, on vérifie si dans le tableau getCastType de qui. Ok, on vérifie que s'il n'y a pas un des éléments du tableau dans le tableau. Ok, il faudrait voir dans l'usage comment on envoie ces types, qu'est-ce qu'on envoie comme types qui sont possibles. Ok, sinon return false. Ok, dans notre cas, nous on renvoie toujours true, donc ça pose pas de souci. Enfin, en tout cas, si on a, si par exemple on demande un email verified at, on dit effectivement il y a un cast. Du coup, si on revient dans ascast, quelque part, tac. Ici, on a cast attribute. Donc si on va dans cast attribute, on récupère le cast type. Donc ça sans doute get cast type cache. Donc si on a encore du cache. Is custom date time cast. Donc là on a date et datetime 2 points. Enfin on peut commencer par date et datetime 2 points. Ok. Dans ce cas-là c'est custom datetime. Ok. Is immutable custom datetime. Ok. Décimal. On regarde un petit peu, ouais, il y a des décimales de points, on peut avoir des castes décimales de points, immutable date de points, ok. Class exist cast type, dans ce cas-là, c'est la classe qu'on veut. Et convertir de custom, trim str to lower. Okay, donc là on enlève juste les espaces, etc. Et du coup, cast type cache est égal à convertir de cast type. Ok. Donc là c'est juste un petit peu une normalisation pour avoir des choses un peu plus propres sur le type de cast. Ok. Du coup, guess cat type. Donc là, on a le cast type, qui est soit une classe, soit tableau. Donc si c'est nul, s'il n'est pas d'arrêt primitive cast type, on return la value. Non, si c'est nul et qu'il est dans le tableau, on return la value. Alors ça me paraît étonnant. Parce que primitive cast type, ça doit être du coup
qu'est-ce que ça vaut primitive cast type? Donc tout ça, c'est des primitives cast type. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne les caste pas et on return la value directement. Ah non, ça veut dire que si c'est nul, value. Donc si c'est nul et... Ok, donc si la valeur est nulle et qu'on est un primitive cast type, dans ce cas-là, on return directement la value. Ça veut dire qu'on ne va pas appeler les primitives cast type avec une valeur nulle. Voilà. C'est la seule chose que ça dit en fait, c'est ça. C'est que les primitives cast type ne vont pas être appelées avec une valeur nulle. Par contre, les pas primitives cast type, donc par exemple les classes de cast que vous pouvez avoir vous dans votre application, eux peuvent être appelés avec nul. C'est ça qui est expliqué par cette condition. Ok, is encrypted cast table, key, from encrypted string, cast type, str encrypted. Ok, donc là on modifie, if the key is one of the encrypted cast table, we'll first decrypt the value and update the cast types. Is encrypted cast table. Donc là on a plusieurs types, jamais utilisé ce encrypted. This from encrypted string, ok, tac tac tac, on décrypte la value. Ok. Et ensuite le cast type c'est stfr cast type encrypted. Ah ok, d'accord. Donc ce qu'on dit ici, c'est que quand on a par exemple un encrypted de .array, on va décrypter d'abord et ensuite on va récupérer jusqu'à array, collection, JSON, object, etc. pour refaire un deuxième cast après coup. Donc là ici on enlève le encrypted de en fait, c'est ce qu'on fait ici. Et du coup on récupère un cast type qui est le simple. Et du coup on peut se retrouver avec rien du tout. Si c'était juste encrypted, on peut se retrouver avec rien du tout. Et donc normalement ici on va avoir un default quelque part. Parce que cast time du coup maintenant peut être chaîne de caractères vide. Si on était encrypted, si on était juste encrypted tout court. Ah non, parce que on enlève encrypted de . Donc je pense que si c'est encrypted tout court, ça va rester encrypted. Et du coup, ça sera pas jamais chaîne de caractères nul. Ok. Donc ça c'est pour le déchiffrement. Et ensuite on a les cast type. Donc si c'est int integer, ok, real float. Donc là c'est des petites conversions, on va pas toutes les regarder. Un string moulé 1, from JSON, ok, collection, base collection, as dat. Ok. C'est intéressant, c'est le custom datetime. Comment il récupère ensuite le format. Custom datetime, as datetime. Ok, tac tac tac. Parse. Parce que là par exemple parse avec le format, mais standard date format, get date format, get date format. Ce qui m'étonne, c'est qu'on a enlevé un moment le. Dans custom datetime, à un moment, on a enlevé le 2 points. C'était marqué datetime 2 points. En fait, le custom datetime, c'était marqué datetime 2 points avec le format. Et je retrouve pas ce format à ce moment-là. As datetime value, immutable custom datetime ou immutable datetime. Parce que là, on est dans le getter. Donc, on devrait quand même avoir un moment le format. C'était dans cast type ici qu'on a récupéré. Par exemple, si je regarde is custom datetime cast, donc si ça commence par date 2 points ou datetime 2 points, dans ce cas-là, le converted, c'est custom datetime. Mais du coup, si j'ai mis 2 points un format spécifique, quand est-ce que je le récupère? J'ai pas vu un endroit où on le récupérait. Ça m'étonne. Du coup, ce qu'il y a après le 2 points, parce qu'on a enlevé ce qu'il y a avant le 2 points. Enfin, on a enlevé ce qu'il y a après le 2 points pour récupérer le type custom datetime uniquement. Et as datetime, ici, je vois pas trop le value instance of datetime interface on parse. Value format. Ok. Si c'est un integer, on fait un timestamp. Is standard datetime is integrated format. Donc là, on utilise toujours le même format. Ici, on crée à partir d'un format fixe. Je vois pas où est-ce qu'on crée à partir format. Ouais, je vois pas comment, pourquoi. Je pense que c'est utile peut-être que dans le setter. Parce que dans le getter, on suppose, en fait, dans le getter, on suppose que c'est toujours le format de la base de données, du coup que c'est un format standard. Et du coup, ce serait plutôt dans le setter où on aurait cette conversion. Ok. Je pense que c'est ça l'explication. Donc dans le setter, on aurait quelque chose pour le custom datetime qui serait un peu différent. Parce qu'effectivement, pour le getter, je pense que ce serait utile pour le getter aussi, parce que techniquement, on pourrait avoir une base de données un peu spéciale qui les stockerait d'une manière étrange dans une chaîne de caractères. Il y a quelque chose ici que je suis pas sûr de comprendre. Ok, bon, on va passer. Ok, is enum castable. Donc là, est-ce que c'est un enum? Array qui existe cast, qui cast. Ok, return false.
Primitive cast type, enum existe. Ok. Donc là on a un cast type si c'est une classe et que si c'est un enum. Du coup c'est un. On utilise l'enum, on fait get cast, instant of cast time, get enum case from value. Ok. Ok, donc ça c'est assez classique pour récupérer la valeur d'un enum. Ok. Et si c'est un class castable, là on va appeler notre classe resolve caster class, la caster. Donc là on a un peu de cache. Inbound attributes, caster instance avec cast inbound value, caster get. Alors ici on va faire get this key value this attribute, donc on appelle la fonction get du caster avec le key, la value et tous les attributs, un petit peu comme on l'avait pour le mutator. Instance of cast inbound attributes. Je sais pas ce que c'est cette instance. Off, c'est une interface. Ok, c'est une interface avec juste un setter, c'est bizarre. Donc si c'est juste un setter, on fait juste un value. Et sinon on appelle le get. Ok, ça va désactiver le getter, j'ai l'impression. Not this object, là c'est l'histoire de l'object caching qui est différent du caching classique. Même chose, je sais pas trop pourquoi ils font ça, mais bon. Ok. Du coup, donc ça c'est notre isClass castable et ensuite on return la value. Si on revient, donc on était où? On était dans, donc ça c'est notre fonction cast attribute. On retrouve où est-ce qu'on était. Voilà. Et enfin, la dernière valeur, on a un truc spécifique pour les dates dans transform model value. C'est un peu étonnant. Ah oui, parce qu'en fait, on a aussi un tableau de dates. Ici, on peut avoir un protected dates est égal et ça nous donne un tableau de dates. Donc, hop, si je ferme ça. Donc, on a aussi, si vraiment tout ça n'est pas défini, et ben on va faire pour les dates. Donc, si la value est différente de nul, si on est dans le tableau des dates, dans ce cas-là, asDateTime, donc on appelle le asDateTime qui était déjà appelé dans castAttribute d'ailleurs. Donc voilà, je pense que ça va faire déjà une vidéo assez longue. Je sais pas ça fait combien de temps je parle, mais voilà, je pensais faire les getters et les setters, mais finalement les getters, déjà il y a déjà beaucoup de choses. Après c'est peut-être un peu plus rapide pour les setters parce que du coup on aura déjà vu une bonne partie des concepts de mutator, mutatattribute qui sont les mêmes mais dans l'autre sens. Même si on a vu que par exemple pour le datetime, il y a sans doute des choses avec le format qui sont un peu différents parce que je vois pas trop où est-ce qu'on a utilisé le format dans le getter, donc peut-être dans le setter on l'utilise. Ça serait intéressant de faire quand même quelques tests sur savoir comment c'est utilisé, parce que ça je suis pas sûr de comprendre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous, et puis moi je vous donnerai très rapidement pour la suite de cette série sur l'exploration de Laravel.